La TVT au cœur de votre vie. Merci de nous suivre dans cette émission. Le mardi dernier, nous avions longuement parlé de l'intoxication alimentaire en milieu scolaire. Eh bien, nous restons ce soir encore dans l'actualité de la rentrée des classes pour focaliser l'émission sur l'hygiène en milieu scolaire de façon générale. Quels sont les différents aspects qu'il faut évoquer? Les établissements scolaires, surtout les écoles primaires, prennent-ils des mesures d'hygiène rigoureuses pour assurer ou bien garantir une bonne santé aux petits élèves? Quelles sont les dispositions idoines qu'il faut pour le bien-être des apprenants de bas âge, que ce soit dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de la propreté de l'école et des cantines scolaires et surtout de la propreté des élèves eux-mêmes? Nous en parlons tout à l'heure avec notre invité. Merci encore une fois de nous faire confiance. Nous recevons ce soir pour vous Dr Edgar Koubia. Il est médecin généraliste, responsable de la clinique médicale Perpétuelle Santé. Dr Koubia, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci de répondre à notre invitation. Vous nous avez manqué dans cette émission, ça fait tellement longtemps. Oui, nous avons repris la rentrée et j'espère que nous y attellerons pour que ça puisse en tout cas profiter à la population togolaise. Tout à fait. Alors, nous parlons presque tous les jours de l'hygiène parce que c'est quelque chose qui est très important. La preuve aujourd'hui, la nouvelle dénomination du ministère de la Santé, c'est ministère de la Santé et de l'hygiène publique. J'insiste là-dessus, de l'hygiène publique. Alors, l'hygiène dans les écoles, le sujet mérite d'être évoqué, Dr Koubia. Oui. Merci pour cette occasion que vous nous offrez encore ce soir pour pouvoir éclairer encore la lanterne de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. C'est une occasion importante pour que nous puissions, surtout en fonction du sujet qui a été choisi pour ce soir, l'hygiène en général et surtout l'hygiène en milieu scolaire. C'est un sujet qui mérite vraiment l'attention de tous les acteurs à tous les niveaux. Et lorsque nous allons parler de l'hygiène, nous pouvons le définir de manière sommaire ou bien de manière générale en disant que ce sont l'ensemble des règles ou des mesures idoines à prendre pour éviter des ennuis de santé. Maintenant, ça dépendra des domaines ou bien de l'aspect dans lequel on veut développer le sujet et on pourra donc en trouver plusieurs. Tout à fait. Oui. Parlons justement de l'hygiène dans les écoles, parce que c'est de ça il s'agit ce soir. Quels sont les différents aspects, comme vous venez de le dire, quels sont les différents aspects qu'il faut évoquer? Schématiquement, nous pouvons définir dans les milieux scolaires, en milieu scolaire, on peut définir 3 aspects, si on peut se résumer là. Il s'agira donc de l'hygiène alimentaire, ce que les enfants mangent, l'hygiène vestimentaire des élèves et également l'hygiène environnementale. L'environnement dans lequel l'élève fréquente doit également respecter certaines normes d'hygiène pour pouvoir permettre à l'enfant de bien apprendre de façon idoine pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés. Très bien. Lorsque vous parlez de l'hygiène vestimentaire, je crois comprendre là que vous voulez parler aussi de l'hygiène corporelle. Oui, lorsque nous parlons d'hygiène vestimentaire, en fait, bon, vous m'excusez, c'était même le truc, la rubrique était même l'hygiène corporelle qui englobe en même temps l'hygiène vestimentaire et l'hygiène et tout le reste. C'est tout un ensemble quand même
dans lequel on peut inclure par exemple l'hygiène. Donc l'hygiène corporelle va comporter l'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle proprement dite, c'est-à-dire les soins à apporter au corps même de l'enfant, et également l'hygiène bucco-dentaire qui passe souvent inaperçue mais qui est quand même très importante, qu'il faut souligner. Les caries dentaires. Très fréquent chez les enfants. À cause même de leur alimentation. Oui. Très bien. Alors, essayons de voir, Dr Koubia, le contenu de chaque composante. Alors, si nous prenons l'hygiène alimentaire, en quoi cela se résume-t-elle? Quels sont les éléments sur lesquels l'accent doit être mis lorsqu'on parle de l'hygiène alimentaire en milieu scolaire? On précise bien ce soir. Merci. C'est la précision même qui fera que le sujet du débat sera un peu restreint. Sinon, parler de l'hygiène alimentaire est un sujet un peu vaste. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le milieu scolaire, l'hygiène alimentaire va se résumer dans l'environnement où l'enfant est servi, la nourriture qui est servie à l'enfant, quelle est la qualité de la nourriture, dans quelles conditions la nourriture a été préparée, dans quelles conditions la nourriture a été servie et dans quelles conditions cette nourriture a été ingurgitée, a été mangée par l'enfant. Et tout cela va déterminer les conséquences qui vont suivre après s'être alimenté à l'école. Et donc, si nous voulons prendre l'hygiène alimentaire en milieu scolaire, nous pouvons dire que le sujet est aussi vaste. Mais de manière circonscrite, nous pensons qu'il y a les revendeuses qui sont pointées de doigt, les élèves eux-mêmes et surtout les responsables d'établissement. Les responsables d'établissement en ce sens qu'il y a certains établissements qui ne disposent pas de cantines, donc des réfectoires, donc d'endroits spécialisés et équipés pour que les enfants puissent aller manger. Et donc, dans ces conditions, on est obligé de faire appel à des femmes, des bonnes femmes qui préparent à la maison dans des conditions qu'on ignore et qui amènent ces nourritures à l'école. Les fondateurs n'ont pas non plus les moyens, surtout lorsque je rentre dans les écoles privées. Bon, pour les écoles publiques, c'est un autre problème qu'on va peut-être voir plus tard. Quand on rentre dans les écoles privées, par exemple, les fondateurs n'ont même pas les moyens de contrôler la quantité calorifique même de la nourriture qu'on vient proposer aux enfants. Donc, il y a tellement de choses qui tournent autour à dire. On ne peut pas dire tout, malheureusement. Nous allons aller juste à l'essentiel. Nous allons aller... L'essentiel, ce qui est le plus important et les choses sur lesquelles il faut vraiment insister, c'est les conditions du choix des condiments qui ont servi à préparer la nourriture, les conditions dans lesquelles les nourritures ont été préparées et les conditions dans lesquelles les nourritures ont été servies aux enfants et les conditions enfin dans lesquelles les enfants mangent cette nourriture-là. Si nous prêtons attention à ces conditions, nous allons éviter beaucoup de choses et surtout beaucoup de désagréments pour nos enfants dans les écoles. Nous allons en parler dans cette émission. Pour parler de l'hygiène corporelle, vous l'avez dit, on va pas s'éterniser sur cet aspect-là. L'hygiène corporelle englobe l'hygiène vestimentaire, ça englobe l'hygiène, comme le nom l'indique, voilà, du corps de l'enfant, l'hygiène bucco-dentaire qui est extrêmement importante, et ça on l'a déjà dit. Maintenant, l'hygiène environnementale, vous en avez également fait allusion. Alors, l'hygiène environnementale va prendre en compte quoi exactement? L'hygiène environnementale également est vague, mais si on va se limiter dans le contexte des écoles, nous allons voir d'abord l'hygiène des salles des cours. Les salles dans lesquelles les enfants reçoivent les cours, est-ce que ce sont des salles aérées? Est-ce que ce sont des salles ventilées? Est-ce que ce sont des salles poussiéreuses? Parce que toutes ces conditions vont déterminer la capacité de l'enfant à apprendre dans cet environnement. Parce qu'une salle confinée, poussiéreuse, va déclencher des crises d'asthme, par exemple, chez un élève qui est allergique ou bien qui développe une hypersensibilité à la poussière. Dans ces conditions, cet enfant ne pourra jamais apprendre dans cette salle-là. Et il y a certains enfants qui peuvent même tomber en syncope ou piquer des crises, s'évanouir, tout simplement parce qu'il fait chaud. À l'intérieur de la salle où on leur dispense les cours, il y a des enfants qui peuvent s'étouffer. C'est pour ça qu'on demande généralement donc aux directeurs d'école ou aux enseignants d'aérer un peu, ne serait-ce que d'ouvrir les fenêtres, les battants, des portes, des fenêtres pour laisser entrer l'air et permettre même parfois que les odeurs, les mauvaises odeurs qui sont dégagées dans les salles de classe puissent être évacuées pour que ça n'intoxique pas ou bien ça n'étouffe pas les autres élèves. Ça, c'est une partie de l'hygiène environnementale. Mais nous avons également les toilettes.
Nous avons certaines écoles qui ne disposent même pas de toilettes. Quand un enfant doit faire son besoin, il doit peut-être tourner derrière la salle de classe pour faire son besoin, ou bien tourner derrière une clôture quelque part, et dès qu'il finit de faire son besoin, ce sont les mouches qui vont venir se poser dessus. À la récréation, le même enfant va retrouver les microbes qu'il a déposés dehors, qui ont été transportés par les mouches, qui vont venir se poser sur la nourriture que l'enfant va manger en récréation. Non seulement le même enfant, mais les autres enfants qui ne sont pas censés détenir ce type de microbes vont également le contaminer, et ça va développer d'autres pathologies, d'autres maladies chez des enfants. Et enfin, nous avons aussi les comportements ou bien l'entretien de l'environnement, c'est-à-dire les alentours de l'école. Il y a certaines écoles qui ne sont même pas clôturées. Oui, on voit des dépotoirs. On voit des dépotoirs. Vous êtes à l'école, lorsque l'enfant est en train de s'amuser avec ses collègues, il court, il dépasse les limites même de l'école, et il peut monter sur des dépotoirs, il peut aller ramasser donc dans ces conditions des microbes qu'il ramène sur la cour de l'école et qu'il peut même distribuer aux autres élèves. Ou même des dépotoirs qui sont à côté de l'école, les mouches vont se déposer sur ces dépotoirs et vont transporter des microbes sur la nourriture que la bonne femme va servir, même si elle a bien préparé dans de bonnes conditions. Au moment donc de distribution de cette nourriture aux élèves, ce serait contaminé, les nourritures seront contaminées donc par les microbes venus des dépotoirs d'alentour. Donc d'où une bonne hygiène vraiment de l'environnement. Et quand on va parler maintenant des toilettes, il y a certaines toilettes, lorsque des écoles en disposent, il faut vraiment vérifier si ces toilettes-là sont vraiment bien entretenues. Sinon, c'est la santé de nos enfants qui vont en pâtir. Tout à fait. Oui. Si nous restons dans l'hygiène alimentaire, quels sont les acteurs impliqués? Vous les citez tout à l'heure, les revendeuses. Il y a les revendeuses, il y a les fondateurs et les directeurs d'école, les fondateurs pour les écoles privées et les directeurs d'école pour les écoles publiques. Il y a les enseignants. Il y a également les parents d'élèves qui doivent donner un minimum d'éducation à leurs enfants, même si c'est au cours primaire ou au niveau des écoles maternelles. Et également, nous avons un acteur qui est très important, c'est le service d'hygiène. Les agents du service d'hygiène qui doivent en principe faire des descentes inopinées. Heureusement que j'ai développé ma thèse de doctorat en médecine sur un sujet pareil, où nous avons interpellé les services d'hygiène pour pouvoir faire ce type de descente inopinée sur le terrain. Ça se faisait avant. Et au temps de nos parents, bon, je me rappelle bien quand nous on était encore dans l'enfance, on les appelait les tangassi. Ils venaient toujours avec des bâtons, des choses pour réprimer donc les gens qui avaient des mauvais comportements vis-à-vis donc de l'hygiène, c'est-à-dire en termes d'hygiène. Et si on peut vraiment remettre encore sur pied ces services d'hygiène, je sais qu'ils sont là, mais je ne sais pas vraiment si leur action sur le terrain est tellement percutante comme on le souhaite. Mais à cette rentrée, nous pouvons demander à notre ministère tutelle de la santé et surtout de l'hygiène publique de redynamiser un peu ce service d'hygiène pour qu'on puisse faire des descentes inopinées dans des écoles, ne serait-ce même si ce n'est pas pour sanctionner, mais pour sensibiliser d'abord pour une première phase et peut-être attribuer maintenant des sanctions pour des récalcitrants qui ne vont pas respecter ces règles d'hygiène dont on en parle tous les jours. Tout à fait. Alors nous allons passer au premier sujet de cette émission. Dans les établissements où se trouvent des cantines scolaires, l'hygiène est-elle de mise dans ces cantines? La question reste posée. Alors, sur quels critères les cuisiniers ou les bonnes femmes sont-ils recrutés? Quelles sont les conditions à remplir avant de faire ce travail? Nous avions interrogé un chef cuisinier. Il est responsable d'une cantine scolaire. Il se prononce ici sur certaines de ces conditions. Nous l'écoutons. Les conditions, savoir les ingrédients, comment manier les ingrédients. Deuxième chose, essayer d'avoir une carte professionnelle, c'est-à-dire avoir une carte d'hygiène. Au service d'hygiène, faites les analyses et que le docteur vous demandera et vous allez avoir le résultat. À travers le résultat, s'il y a certaines maladies, on va vous prescrire des médicaments, vous allez vous soigner et après on vous délivrera la carte professionnelle qui est la carte du service d'hygiène.
Et à travers cette carte-là, vous pouvez travailler dans une école en tant que cantinier ou bien en tant que cuisinier. Et secondo aussi, il faut se protéger. L'hygiène est la pierre angulaire de la santé publique. Avant de manger, il faut toujours laver les mains avec du savon. Parce que c'est quelque chose qui est très primordial. Ça permet aussi d'éviter les maladies, spécialement le choléra, comme la diarrhée. J'aimerais énumérer quelques menus que nous faisions dans l'enceinte de l'école. Donc les lundis, nous avons du riz au gras, des coquillettes. Le mardi, il y a l'haricot, plus ce qu'on appelle chez nous gari. Il y a aussi, nous faisons aussi du thé plus pain, plus beurre. Des fois, on change le beurre par des sandwichs. Le mercredi, les enfants sortent à 14h. Il y a certains qui sortent à 11h. Donc, il y a deux mets aussi là-bas. Il y a du couscous et à l'appui, la pâte avec adémé. La pâte avec adémé. Parce que nous sommes tous des Africains, spécialement notre Togo. Donc, nous voulons instaurer notre plat africain pour que les enfants puissent être dans ce bain-là. Donc, les jeudis, nous avons du com', il y a aussi des desserts. Voilà, des desserts à l'appui, spécialement les fruits. Nous n'utilisons pas les crêpes, les choses sucrées. Les fruits, les pastèques, les ananas, oranges, bananes. Docteur Koubia, vous l'avez écouté, il a parlé du carnet de santé que doit disposer toute revendeuse ou bien toute personne travaillant dans une cantine scolaire. Alors, ce carnet est délivré par l'Institut national d'hygiène. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il contient exactement ce carnet et pourquoi ce carnet est-il si important? Bien, le carnet d'hygiène dont parle notre frère dans votre numéro, c'est un carnet en fait qui témoigne que la revendeuse ou le cuisinier a suivi un bilan de santé, un bilan minimum de santé qui permet de déceler les maladies éventuelles transmissibles que la personne porte et qui devaient être traitées avant qu'on ne lui délivre le carnet d'hygiène. Le carnet d'hygiène est délivré par les services d'hygiène et non l'Institut d'hygiène. En réalité, on peut le faire à l'Institut d'hygiène parce que c'est l'Institut d'hygiène qui coiffe ces services, mais dans chaque district sanitaire, on dispose des agents d'hygiène qui sont agréés et qui sont donc aptes à délivrer ces carnets d'hygiène dans n'importe quelle aire sanitaire. Et donc, ce que contient ces carnets, ce sont les analyses qu'on demande. Généralement, ce sont les analyses de sel. La personne concernée n'a pas de parasitose qu'elle peut donc transmettre facilement. C'est ce qu'on va appeler les maladies des messales. Donc il y a des parasitoses. On va rechercher donc dans les selles les maladies, donc des parasites. Si on en trouve, on va déparasiter systématiquement la personne en fonction des molécules qui seront donc aptes par rapport au type de parasites qu'on va trouver. Il y a également d'autres maladies comme les fièvres typhoïdes qu'on peut véhiculer, le choléra. Donc si la personne va, et également il faut insister ici pour dire que les femmes, les revendeuses et les cuisiniers ne doivent pas appeler des agents d'hygiène au téléphone pour demander des carnets d'hygiène. Non. L'intéressé doit se déplacer dans le centre pour se faire examiner parce qu'il y a des questions qu'on va lui poser à l'interrogatoire pour permettre de déceler si elle a des risques de développer certaines maladies contagieuses qu'on va essayer de traiter pour éviter donc de contaminer les enfants à l'école. Voilà un peu résumé, c'est-à-dire le contenu et comment ça se passe. Du carnet d'hygiène. Mais l'analyse importante, c'est l'analyse des selles pour éviter au moins de transmettre ne serait-ce que les parasites aux enfants. Oui. Alors vous avez également écouté le chef cuisinier à dévoiler le contenu des menus. Et alors, comment est-ce que vous appréciez ce contenu-là quand on sait que ce sont des enfants qui sont en âge, en fait, qui sont en croissance? Effectivement. En âge de croissance, en période de croissance, les enfants ont besoin de manger des aliments riches en certains nutriments.
Les aliments que nous disposons sous nos cieux sont bien, ça contient ces nutriments, mais pas tous quand même. Et dans ces conditions, j'appellerai plus les parents à plus de regard envers leurs enfants que plutôt de vouloir pointer du doigt les cantines des écoles, parce que dans les cantines des écoles, on ne peut pas tout donner aux enfants, on donnera juste l'essentiel, mais c'est aux parents de donner d'abord le petit déjeuner. Et sur ce point, je voulais vraiment être intransigeant. Le petit déjeuner est très important pour toute personne. Ce n'est pas seulement les enfants, même les adultes. Dès que le petit déjeuner est bien constitué, l'enfant peut même tenir jusqu'à la fin de la journée sans manger si le petit déjeuner est bien consistant. Et comme vous l'avez dit, l'enfant est en période de croissance, et en période de croissance, on a besoin de certains éléments comme le magnésium, comme le fer, et ces aliments-là, ces nutriments ne seront retrouvés que dans certains aliments comme dans le cacao. Donc, d'où l'importance de faire au moins du chocolat chaud, du chocolat au lait à l'enfant le matin avant que l'enfant ne parte. Vous faites donc un petit bol de cacao au lait. Donc, il y a, quand je dis cacao, c'est les Milo, les Ovaltine, et on mélange un peu de lait. Le lait, parce que le lait est riche en calcium, l'enfant en a besoin pour sa croissance. Le cacao est bien riche en magnésium, l'enfant en a besoin pour sa croissance. Et maintenant, d'autres éléments comme le fer aussi qu'on va retrouver dans les légumes que le cuisinier vient de citer, comme à des mains, s'il y a parfois du beaumont, donc des épinards, qu'on met également dans le menu, ça apporte suffisamment du fer et ça permet à l'enfant de bien grandir, et surtout, ça évite des retards intellectuels chez ces enfants-là. Donc, c'est vraiment important que les parents s'occupent du départ et que la cantine de l'école vienne compléter seulement ce que les parents ont déjà élaboré, ce qui a complété. Alors, dites-nous maintenant, docteur, quelles sont les maladies auxquelles les enfants peuvent être exposés lorsque les mesures d'hygiène ne sont pas respectées? Lorsque les mesures ne sont pas respectées, surtout quand il s'agit de l'hygiène alimentaire, l'intervenant a cité quelques-unes des maladies. La première des choses, c'est les douleurs abdominales. Ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, mais c'est un symptôme qui sera commun à beaucoup de maladies, genre les maladies diarrhéiques, le choléra qui peut s'installer, on peut avoir des fièvres typhoïdes, même l'hépatite A, on peut même aller jusqu'à avoir la poliomyélite. La poliomyélite se transmet seulement par des mains sales, donc des microbes de la poliomyélite vont se contracter quand on ne se lave pas les mains, quand on ne respecte pas les règles d'hygiène et qu'on sort. Et on peut même également attraper des parasitoses, comme on l'avait déjà dit, les amébiases, les trichomonases, même les helminthias, c'est-à-dire les vers comme les ascaris, les ténias, et tout ça qu'on peut donc attraper si on ne respecte pas les règles d'hygiène dans le cadre de l'alimentation d'un enfant. Surtout que ce sont des enfants. Puisqu'ils vont s'amuser dans la cour, ils vont ramasser des microbes et ils vont donc se l'avaler. Ils vont donc l'avaler. Dans les établissements où il n'y a pas de cantine, ce sont des revendeuses qui proposent leur nourriture aux élèves, et pratiquement c'est les mêmes choses tout le temps. C'est du riz blanc ou bien c'est du aïmolou avec du jus, avec plein de colorants. Alors, quelles peuvent être les conséquences, cette fois-ci, d'une mauvaise alimentation sur l'état de santé général de l'apprenant? Oui, en réalité, comme nous l'avons dit tantôt, l'enfant en période de croissance et surtout en période d'apprentissage a besoin de certains nutriments. J'ai cité juste le fer, par exemple. Un enfant qui fait une carence en fer parce que l'enfant mange mal ou bien la nourriture en apporte pas assez, cet enfant peut faire un retard intellectuel, c'est-à-dire l'enfant va faire 5 ans au CP1, la seule chose qu'il connaît, c'est la récitation mamée. Chaque année, c'est la même chose que l'enfant la peut répéter. Vous payez votre scolarité, vous faites tout, mais l'enfant ne bouge jamais, tout simplement parce que l'enfant fait par exemple une carence en fer. Les gens vont dire comment une petite carence en fer peut entraîner ça, c'est que ça bloque vraiment le quotient intellectuel de l'enfant qui ne pourra donc pas bien évoluer. Il y a également le magnésium qui rentre aussi dans le même processus, et le magnésium permet même le développement, c'est-à-dire la croissance, que ce soit des os, des muscles et tout chez l'enfant. Et quand les enfants vont faire donc des carences en ces éléments, on va donc assister à des maladies qui ne devraient même pas, c'est-à-dire voir le jour, comme je le disais, les anémies, il y a le rachitisme, il y a même le kwashiorkor si l'enfant mange mal, donc carrément une dénutrition, le beriberi si l'enfant, bon, heureusement qu'on n'aura pas de beriberi parce que le beriberi est reculé, ça y a été vraiment, on n'en parle plus parce qu'aujourd'hui au moins on ne mange plus seulement que du riz poli.
En plus du riz poli, on va avoir donc de la sauce, tomate, il y a quand même de la vitamine A, de la vitamine B, et puis il y a des choses qui vont fournir des éléments nécessaires pour ne plus avoir développé ces maladies. Mais ce qui est important, c'est la croissance psychologique, la croissance physique et surtout la croissance intellectuelle chez l'enfant. Et dans ces conditions, nous aurons toujours des enfants qui seront derniers de leur classe, tout simplement parce qu'ils ne mangent pas bien. Et il suffit de faire une supplémentation dans ces aliments, de corriger un peu la contenance de ces aliments et les proportions de ces nutriments dans les aliments pour pouvoir développer le quotient intellectuel chez l'enfant. Très bien. Oui. Docteur Koubia l'a dit tout à l'heure, se laver correctement les mains avec de l'eau et du savon avant de manger éloigne de nous, ce n'est pas seulement les enfants, éloigne de nous plusieurs maladies. Alors c'est dans cette logique que s'inscrit la mise en place dans certaines écoles des dispositifs de lavage des mains pour les enfants, des écoles où existent aussi des sanitaires pour leurs besoins. Alors voyons un peu comment ça se passe dans cette école avec les images et les explications du directeur à l'appui. Regardez. Ici, c'est le dispositif systématique de lavage des mains. Donc, comme ici, nous évoluons aussi un nombre réduit dans les classes, 25 heures par classe, 5 minutes avant la pause. Donc, nous faisons sortir les enfants par classe. Donc, l'eau savonneuse, l'eau de rinçage. Donc, chaque enfant lave obligatoirement et bien les mains. Il vient, il rince ses mains sous la surveillance aussi de leur titulaire de classe. Et après ça, ils vont se mettre en place et le cantinier va commencer son service. Donc voici ce que l'école dispose. Après, l'eau est déjà jetée, on remplace encore l'eau qui est dedans en même temps. Donc voici en quelque sorte le dispositif du lavage des mains que nous suivons régulièrement et chaque jour nous veillons à ce que ceci soit bien fait avant de se mettre en place au niveau de la cantine. Une fois que l'eau finit, donc à chaque fois, on doit encore veiller à ce qu'on le remplace à temps pour que les enfants puissent au moins laver les mains dans le temps imprévu pour la récréation, pour ne pas aussi empiéter sur les heures de cours. Donc tout ça, là, nous veillons à ça aussi. L'établissement dispose aussi de blocs sanitaires qui est bien sûr séparé. Il y a pour les filles à part, pour les garçons à part, une douche et un bloc sanitaire aussi pour les enseignants. Pour les classes aussi qui sont en haut, les mêmes choses sont en haut encore. Les blocs sanitaires se placent aussi en haut. Donc les enfants, dès déjà la rentrée, on les habitue dans les premières semaines comment utiliser sainement ces blocs sanitaires pour éviter aussi beaucoup de saleté. Et on ne veut pas aussi que les enfants s'entorsent ici. Donc il y a aussi le surveillant qui est ici, qui réglemente aussi ce qu'il y a de fait. Après aussi, les enfants vont se diriger directement dans les lavabos qui sont mis à leur disposition. Donc ils lavent aussi les mains ici avant de regagner les classes. Ce dispositif de lavage des mains, je crois que c'est une très bonne chose et tout établissement doit en disposer. Malheureusement, ce n'est pas le cas, docteur Koubia. Normalement, tous les établissements devaient en disposer. Mais je voulais faire un petit commentaire. C'est la moindre des choses, mais c'est ce qui manque le plus, en fait, dans les établissements scolaires. Je voulais faire une remarque sur le dispositif de lavage de mains. Cette école est à féliciter. Je ne sais pas où se trouve l'école, mais c'est une école à féliciter. En ce sens que, lorsque nous voulons faire des dispositifs de lavage de mains, nous devons éviter de prendre des bassines contenant de l'eau, même si l'eau est savonneuse, dans lesquelles le premier individu va venir se laver les mains. Et quand il sort sa main de la bassine, l'autre vient plonger sa main dans la même eau. Là, le premier dépose ses microbes, le deuxième vient déposer ses microbes et ramasse les microbes du premier, le troisième vient déposer ses microbes et ramasse ses microbes et les microbes du premier, du deuxième, alors que le dispositif qui a été mis ici, c'est que vous lavez les mains et l'eau coule en bas.
personne ne rentre en contact avec les microbes de celui qui vient de me précéder. Et là, c'est un dispositif à encourager dans les centres. Si on peut donc le disposer dans les autres écoles, ce serait vraiment bien. Mais il y a quand même une petite remarque que je voulais faire par rapport aux sanitaires. Ce sont des enfants. Et surtout, dans les toilettes des filles, on doit les éduquer à nettoyer toujours sur le pot du WC avant de s'y asseoir. Celui qui vient de me précéder, en se levant, a laissé des gouttes d'urine. Je ne sais pas de quoi souffre cette personne. Lorsque je m'assois sur le même pot, je risque de ramasser les microbes de mon prédécesseur et je vais développer des infections urinaires ou des infections génitales. Chez des enfants comme ça, on reçoit parfois des enfants à la clinique où ce sont des enfants qui n'ont même pas, qui sont encore au cours primaire, des enfants au scolaire, au préscolaire même, et qui développent déjà des infections vaginales, surtout chez les filles. C'est vraiment désagréable chez ces enfants-là. Et donc, pour éviter ça, il faudrait que ces écoles puissent mettre un dispositif. Ne serait-ce que des tatas, donc une responsable qui va s'occuper spécialement de ça. Lorsqu'on sait qu'on a des pots de WC sur lesquels les enfants doivent s'asseoir, on doit s'arranger pour utiliser des cotons ou bien des papiers hygiéniques imbibés de javel pour nettoyer d'abord sur le pot avant de faire asseoir l'enfant dessus. Ça permet d'éviter donc de contaminer d'autres microbes. Et ce qui est aussi à féliciter, c'est le lavabo qui suit en même temps les toilettes. Donc lorsque l'enfant sort des toilettes, l'enfant doit systématiquement se laver les mains. Ce sont des attitudes aussi à inculquer à nos enfants depuis la maison et à perpétuer à l'école pour que les enfants puissent éviter de se contaminer donc, au cours de leur séjour dans les écoles. Oui. Nous avons également insisté sur la propreté des sanitaires. Les WC doivent être bien entretenus et ce n'est pas toujours le cas aussi dans beaucoup d'établissements scolaires. Oui, il y a certains établissements publics. Vous m'excusez le terme, surtout dans les établissements publics, quand vous y rentrez, quand on vous montre, on vous indique même la direction des toilettes, c'est-à-dire des sanitaires, ça ne donne même pas l'envie de s'y approcher. Parce que l'odeur qui s'y dégage déjà, et donc un enfant ne va pas venir à l'école et pour aller à la toilette, va humer sur plus de 50 mètres la mauvaise odeur, ça veut dire les microbes provenant de ces sanitaires-là. Et imaginez-vous quand il va s'enfermer à l'intérieur pour faire ses besoins et tout ce qu'il va ramasser. Donc l'idéal serait quand même qu'on puisse accorder une importance vitale à l'entretien de ces sanitaires-là pour pouvoir donner le meilleur à nos enfants dans les écoles. Très bien. Revenons un peu sur l'hygiène alimentaire avec la présence des cantines scolaires. Alors, comment se fait l'organisation interne et quelles sont les conditions d'hygiène existantes? Je vous propose d'écouter encore une fois le directeur de cette école que nous avions ciblé. Il revient un peu sur les conditions d'hygiène observées dans son école, surtout concernant l'hygiène alimentaire. Nous l'écoutons. Qui parle de lavage des mains va parler aussi de la nourriture. Après, on se dirige vers la cantine. Au niveau de la cantine, les enfants vont se mettre en place dans leur lieu convenable. Les cantiniers ou bien les femmes qui s'occupent de la cantine viennent poser leurs plats devant eux, des plats bien lavés déjà à l'avance. Et tous ces cantiniers sont vraiment gantés, c'est-à-dire leurs mains, ils vont placer les gants avant de commencer à servir la nourriture aux enfants. En plus de cela, les hygiènes corporelles, leurs mouchoirs, les bavoirs à utiliser, tout ça là, nous en prenons soin pour que il y a au moins le risque zéro de contamination au niveau des aliments que nos enfants vont prendre au cours de la journée à l'école. Avant que le cantine se mette en place, monsieur Atukui Edem Kossi a été vraiment courtisé par notre école du fait qu'il est responsable en cantine scolaire. À travers ces mets qu'il nous propose, nous d'abord le personnel et la fondation, nous nous intéressons à tout cela. Voilà pourquoi nous lui avons donné la chance de proposer ces mets-là aussi aux élèves qui sont placés à notre charge pour leur instruction et leur éducation.
Donc nous nous impliquons largement. Voilà pourquoi et la fondation et la direction s'impliquent davantage pour que un bon mets soit présenté aux élèves qui sont présents tous les jours. Le menu est présenté en commun accord avec et la fondation, la direction et le bureau des parents d'élèves. Pour le menu, ça se donne à l'avance. Le menu de la semaine doit être donné au moins dans le week-end pour que les parents prennent soin de ce qu'ils vont préparer aussi à la maison pour les enfants, pour ne pas aussi faire trop de bourrage d'aliments. Pour le bien-être des enfants, nous avons instauré les règles d'hygiène personnelle, c'est-à-dire chaque élève va avoir sa gourde. Et nous avons un robinet, donc si l'eau finit dans ta gourde, tu viens au robinet, tu mets de l'eau dedans. Donc pour éviter le fait de prendre à chaque fois un seul gobelet, donc nous avons instauré cela. Nous avons aussi fait le lavage des mains collectives. Pour la cantine, la direction veille à chaque temps pour que, avant de passer au service, pour que les mesures d'hygiène soient plus respectées. On ne doit pas utiliser le même plat pour deux élèves. Chaque élève a son plat. Aussitôt que l'enfant finit de manger, on plonge le plat directement dans l'eau savonneuse pour éviter que les moustiques ne tombent dessus. Donc les plats sont servis individuellement et chaque élève prend son plat chaud pour éviter aussi que le plat se refroidisse et la contamination aussi peut arriver dans cela. Et au niveau des élèves, chaque matin qu'ils arrivent, avant de rentrer en classe, nous leur donnons des conseils pour d'abord, avant et après les toilettes, il faut toujours se laver les mains. Avant et après le manger, il faut toujours se laver les mains. Nous disposons des mouchoirs pour se nettoyer les mains avant de regagner les classes. C'est bien beau, mais je me demande aussi exactement, tel que le directeur l'a dit, ça se passe comme ça dans cette école-là, Dr Koubia. Un petit commentaire sur son intervention? Dans son école, c'est possible. N'y connais pas, donc je ne peux pas trop m'y prononcer. Mais si ça se passe comme ça dans toutes les écoles, je m'inscris en faux parce qu'à 99% des écoles, c'est pas ça. On n'a même pas des cantines propres, autant propres comme ça. Je me dis, c'est peut-être même parce qu'on est à la rentrée, au début de l'année scolaire, que c'est autant propre. Sinon, moi, je les félicite et je leur jette des fleurs vraiment pour cette école-là, pour son initiative. Mais le directeur a dit quelque chose vers la fin qui attire mon attention et sur lequel je voulais rebondir, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains doit commencer, même cette éducation doit commencer à la maison par des parents, d'abord en coupant les ongles à leurs enfants. Il ne faudrait pas que nos enfants aient des ongles au doigt, donc l'hygiène corporelle. On doit tailler les ongles au ras pour éviter l'accumulation des microbes au niveau des ongles. Et puisque ce sont des enfants, partout où ils passent, ils vont ramasser des microbes. Si les ongles sont là, les microbes vont s'incruster sous ces ongles et à chaque fois les enfants portent les mains vers la bouche. Même s'il n'y a rien à manger, il y a des enfants qui peuvent même se permettre d'enfoncer le doigt directement dans la bouche pour sucer le doigt. Et donc, ça va entraîner donc des contaminations et des maladies chez ces enfants. Et il y a quand même une version que je voulais ajouter à ce qu'ils ont fait. C'est très beau. Mais il faut toujours, chez les enfants, on est chez les enfants, il faut toujours les amener à comprendre le bien fondé de l'acte qu'il est en train de poser. Parce que ce sont des enfants. Chez les adultes, on est là, on se bagarre, on l'impose, ils vont exécuter. Mais chez les enfants, il ne faudrait pas que les enfants prennent ça comme des corvées qu'on est en train de leur imposer. C'est pour ça que ça doit commencer par la maison. Et à chaque fois, encourager l'enfant, dire à l'enfant à la maison, mais tous les matins quand tu te lèves et que tu te laves les mains d'abord, bien quand tu te douches, je te fais ton thé. Ou bien je te fais ton chocolat au lait, tes omelettes. Et donc, quand l'enfant sait qu'il a une récompense qui suit l'acte d'hygiène qu'il pose, ça devient naturel et normal chez l'enfant. Ce n'est plus une corvée. Et arrivé à l'école, quand on va lui dire, lave-toi les mains avant et après les toilettes, avant et après le repas, l'enfant trouve ça normal et ça va rentrer dans les habitudes, puisque ce sont les habitudes qui vont fonder les secondes natures chez ces enfants dans le futur. Merci. Nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Koubia, dites-nous, quelles sont les conditions à réunir ou bien à remplir pour une bonne hygiène alimentaire? D'abord, pour l'hygiène alimentaire, elle est extrêmement importante. Oui, l'hygiène alimentaire, elle est
les conditions à remplir. Si vous voulez qu'on soit un peu didactique, on va le répartir, ça dépend des acteurs. Il y a d'abord ce qui revient aux fondateurs ou aux directeurs des écoles. Il faudrait que les fondateurs prévoient des structures comme celles que nous venons de voir, donc des cantines où les conditions seront réunies pour que les enfants puissent manger dans de meilleures conditions d'hygiène. À défaut des cantines, lorsque les bonnes femmes vont venir pour vendre la nourriture, c'est-à-dire préparée déjà depuis la maison pour venir les vendre dans ces écoles, il faut qu'on dispose des endroits propres, bien entretenus, où ces femmes seront installées, et il faut également surveiller les conditions de distribution de cette nourriture. Dans quelles conditions c'est distribué? Le directeur l'a dit tout de suite dans cet élément, qu'il lave toujours les assiettes après qu'un enfant l'ait utilisé. Est-ce que nos revendeuses de nourriture lavent également? Est-ce qu'elles ont le temps de retourner chaque fois laver au savon et à l'eau potable avant de resservir des nourritures dans les mêmes assiettes? Il faudrait que les fondateurs et les directeurs d'école, ou bien les surveillants dans les établissements publics, puissent veiller à ça. Et maintenant, en ce qui concerne les femmes, les bonnes femmes qui préparent, il y a beaucoup de choses qui leur reviennent. Il faut d'abord même le tri des condiments qu'on va utiliser pour préparer les aliments. Parce qu'il ne sert à rien d'aller prendre des condiments pourris sur lesquels des mouches sont venues se poser, déposer des milliers de microbes, venir le préparer. J'ai entendu dans l'un des menus, le cuisinier avait parlé de combes. Généralement, nous savons ce qui arrive avec les combes. Tout le monde veut manger des combes avec de la tomate crue. On ne veut pas des sauces préparées parce qu'on se dit la saveur de la tomate crue sur le menu de combes est la plus agréable. Dans ces conditions, il faudrait que les tomates là qui sont sélectionnées soient des tomates de bonne qualité, des tomates non pourries, des tomates qui ne véhiculent donc pas des microbes, et surtout qu'on n'utilise pas des carottes pourries avec même des chenilles à l'intérieur qu'on va aller écraser dans des moulins et venir servir aux enfants. Il faut donc veiller à la sélection de ces condiments. Il faut bien les préparer pour que ces aliments soient bien cuits. Ça permettra donc au moins d'éliminer une charge bactérienne et éviter des intoxications alimentaires à nos enfants. Et aux enfants, il faudrait que les parents insistent, comme on l'a déjà dit, toujours au lavage des mains avec le savon et avec de l'eau propre avant de se régaler. Parlons justement des enfants, puisqu'il s'agit d'eux. Alors, les enfants sont-ils eux-mêmes conscients de l'importance de l'hygiène dont nous parlons ce soir? La question reste toujours posée. Alors, comment les enfants apprécient-ils la propreté de leur école et les menus ou bien les plats qui leur sont servis? Nous allons écouter juste deux réactions de deux élèves. Je m'appelle Bola. Je suis en classe de CFA. J'aime les plats qu'ils préparent. Quand je mange, je ne suis pas à la salle, je visse la nourriture. La cour est propre, la cour n'est pas sale. Je m'appelle Bobo James Daniel. Je fais le CM2. Je trouve les plats du cantinier intéressants parce qu'il y a des vitamines. Dans la cour, nous avons beaucoup de propreté, nous avons des coins où se laver les mains et nous avons des pompes sur les murs. Bien, moi, je me rappelle, lorsqu'on était tout petit, on nous enseignait l'hygiène corporelle, la propreté, tout. Est-ce que cette matière-là est encore dans le programme aujourd'hui? D'enseignement, je ne peux le dire, mais il y a quand même un béaba. Le béaba, comme je le disais tantôt, doit commencer toujours par la maison. Ce sont les parents qui doivent commencer à inculquer ces notions de base aux enfants, et les enseignants ne feront que prolonger ou bien ou accompagner donc ces éducations qui ont été reçues déjà, compléter, ces éducations qui ont été reçues déjà à la maison. Mais il y a certaines règles de base que nous ne devons pas ignorer. Nous devons toujours nous arranger à inculquer à nos enfants le lavage systématique des mains. C'est-à-dire règles d'hygiène élémentaires avec du savon et de l'eau propre avant et après chaque toilette, avant et après chaque repas. Nous devons toujours nous laver également, c'est-à-dire nous brosser les dents. Nous avons vu tout de suite
dans ce reportage, tout le monde court vers le repas, mais personne ne parle d'après le repas. Mais le danger, surtout chez les enfants, c'est les dépôts de ces aliments-là qui vont se mélanger, ça va former une pâte, ces aliments mangés vont former une pâte qui vont se mélanger avec des bactéries qui vont se déposer au niveau des dents et qui vont donner après ce qu'on va appeler les tartres. Ce sont des pâtes jaunes qui vont se coller, qui décolorent la dent et qui vont finir par provoquer la carie dentaire chez l'enfant. Donc l'idéal serait encore qu'en plus de ces méthodes de lavage de mains, qu'on puisse leur apprendre à se brosser les dents après chaque repas, ou du moins on se brosse les dents le matin et le soir avant d'aller au lit. Et on va également éduquer nos enfants à éviter la consommation ou bien la surconsommation des sucreries, parce que ce sont les sucreries qui sont les principales causes de carie dentaire chez les enfants, parce qu'ils aiment manger trop sucré et les microbes se développent parfaitement bien quand ils sont en milieu sucré. Et aussi nous devons apprendre à nos enfants certaines règles comme se moucher. Lorsque nous parlons de l'hygiène, là ça rentre un peu dans l'hygiène corporelle. Lorsqu'on est en classe et que je vais éternuer, je ne vais pas me mettre à éternuer comme ça en l'air. Je risque de propulser des milliers de microbes dans la salle et les autres enfants peuvent se faire contaminer. Il faut apprendre aux enfants comment éternuer en tenant le nez ou en utilisant un mouchoir, ou même quand on veut tousser, par exemple, on tousse dans le creux de la main. Donc quand on veut dans le creux du bras, on lève le creux du bras et puis on tousse au niveau du creux du bras. Ça empêche donc la diffusion des germes. Donc voilà un peu quelques gestes élémentaires qu'on doit enseigner à nos enfants et surtout les amener à comprendre que ce n'est pas des obligations, ce ne sont pas des corvées, mais plutôt que ce sont des habitudes qui vont dans leur avantage à eux-mêmes. Et enfin, faut pas oublier. Et là, si les parents n'y arrivent pas, il faut que les enseignants puissent surveiller et veiller à ce que les enfants se lavent presque tous les jours avant de venir au cours. Un enfant qui vient à l'école sale, on doit le renvoyer pour que ça serve de leçon et à l'enfant et aux parents pour savoir qu'on doit laver l'enfant avant que l'enfant ne vienne. Et les tenues scolaires que les enfants portent, les tenues scolaires, on ne doit pas permettre des tenues scolaires sales, que ça puisse rentrer en classe. Bon, vous m'excusez, je sais que nous sommes devant la population et que c'est pas tout le monde qui a des moyens de faire 2 ou 3 tenues, mais un parent qui est soucieux de la santé de son enfant doit pouvoir laver l'habit de son enfant, même si c'est la nuit, ne serait-ce que dans la nuit, on va le sécher, le lendemain matin on repasse l'habit avant que l'enfant ne le porte et mon enfant sera toujours propre et nickel quand il sera à l'école. Ça participe donc à donner la bonne santé à l'enfant et ça permet à l'enfant de bien évoluer sur le plan psychologique et surtout sur le plan intellectuel. Merci beaucoup, docteur Oubia, pour toutes ces explications. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Si je vous demande de clôturer l'émission en une phrase, je dis bien une phrase, quelle serait cette phrase-là? Phrase magique. Oui, la seule phrase, c'est qu'on va retourner au béaba, c'est-à-dire au béaba de l'hygiène. Je préfère, si tout ce que nous avons dit ce soir, les gens ne vont rien retenir, qu'ils puissent retenir au moins de se laver les mains avant et après les repas, avec du savon et de l'eau propre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, docteur Oubia, d'être passé dans cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Santé d'abord. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. C'est vrai que le sujet, il est un peu vaste, même si on l'a circonscrit au niveau des établissements scolaires. Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été quand même dit ce soir. Nous remercions docteur Oubia d'être passé sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Je rappelle que le docteur Oubia est médecin généraliste et il est le responsable de la clinique Perpétuelle Santé. Et docteur Oubia, au revoir et à bientôt. Merci et on se dit à la prochaine. Bonne soirée. Merci à vous aussi. On se dit donc au revoir et on se retrouve le mardi prochain, même chaîne, même heure, pour un nouveau numéro de votre émission Santé d'abord. À très bientôt.